C'est l'heure de donner la parole à notre invité du mois. En 2019, plus que jamais, les inégalités et les discriminations semblent toujours plus fortes dans notre pays, à tel point que la devise « liberté, égalité, fraternité » a l'air de s'évaporer peu à peu. Pour en parler, on reçoit Pascal Tisserand. Bonjour Pascal. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur le plateau de Carrément. Tu es enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine à Metz et ta spécialité, c'est la gestion de l'égalité, la non-discrimination. C'est un vaste programme. Qu'est-ce que c'est ton boulot ? Oui, c'est effectivement de mener des enseignements et des travaux de recherche dans ce domaine, mais depuis 4 ans maintenant, j'ai aussi la chance d'être vice-président délégué à l'égalité et à la diversité pour l'Université de Lorraine, et donc de mettre en pratique toutes ces questions de diversité, la diversité qui est souvent vue comme une richesse, mais qui dans les faits pose souvent également des questions, des interrogations. Alors justement, discrimination, c'est un mot qu'on emploie souvent. Si tu devais le définir précisément, mais en quelques mots. Une définition couramment admise consiste à voir la discrimination comme un traitement inégalitaire et défavorable sur la base d'appartenance sociale. C'est un acte, c'est visible, c'est observable, c'est mesurable, ça se voit. Le fait d'être une femme, d'être homosexuel, en situation de handicap. Tu travailles sur toutes les formes de discrimination, de genre, de religion, d'ethnie, de santé. Est-ce que la liste est encore longue ? Effectivement, la liste des critères de discrimination est infinie. On pourrait même, par exemple, prendre le cas d'une classe d'élèves, envisager le traitement inégalitaire et défavorable entre les élèves du premier rang et ceux du dernier rang. Et donc, de ce point de vue, si effectivement l'enseignant traite différemment ces 2 rangs-là, on peut considérer, du point de vue des sciences humaines et sociales, qu'il s'agit d'une discrimination. D'un point de vue juridique, ça ne se tient pas, parce que ce critère-là, précisément, ne fait pas partie de la liste des critères visés par la loi. Dans la loi française, on en a 25, mais nos voisins luxembourgeois, dans leur loi, en ont 6. En Allemagne, il y en a 6, en Belgique, 19. Il faut aussi que cette discrimination s'appuie sur un domaine ou une situation visée par la loi, à savoir l'emploi, l'accès aux biens, aux services, l'éducation, etc. Est-ce qu'on n'est pas justement à un moment, donc tous discriminants ou discriminés ? Nous sommes toutes et tous auteurs de discrimination, et il est fort probable que nous le serons aussi à l'avenir. La discrimination s'inscrit dans des rapports de domination, ce qu'on observe fréquemment auprès des victimes de discrimination en termes d'effets délétères, d'atteinte de leur santé physique, psychologique, santé mentale. Pour reprendre le terme du racisme anti-blanc qui fait parfois polémique dans la société française. Ouais. Oui, il existe, mais il ne porte pas atteinte de façon aussi délétère aux personnes qui en sont victimes que le racisme classique. Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse à être discriminants ? Chacun de nous a la discrimination qui sommeille en lui. Cette discrimination n'attend finalement que des éléments dans le contexte pour se réveiller. La première étape étant ce qu'on appelle la catégorisation. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Nous avons besoin, et on nous apprend ça depuis le plus jeune âge, à classer, ranger les individus, mais aussi finalement les choses. Mais la deuxième étape conduit à ce qu'on appelle le stéréotype. Et c'est ce qui peut nous amener, par exemple, dans la question de l'égalité ou des inégalités entre les femmes et les hommes, à exagérer parfois les différences entre les femmes et les hommes, à voir les hommes comme étant très différents des femmes d'un certain point de vue, et réciproquement, alors que finalement, on ne l'est peut-être pas. L'étape d'après, qui précède la discrimination, c'est le préjugé. Le préjugé, c'est le stéréotype auquel on va ajouter de l'émotion, un jugement. Et là, on bascule vers le comportement, vers l'acte, la discrimination. Nous avons toutes et tous quelque chose à gagner dans cette quête de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les hommes ont aussi à intervenir et à agir auprès de leurs pairs, auprès des dispositifs et des actions, des discours qu'ils tiennent, pour casser un petit peu cette culture du sexisme. Bon, le travail doit être fait aussi beaucoup avec les générations futures, j'imagine. En ce qui concerne la question des générations futures, je pense que les actions véritablement à mener, elles dépendent de la volonté politique.
Il faut vraiment que tous les politiques, à tous les niveaux, toutes les personnes qui sont en situation de responsabilité, l'enseignant dans sa classe, le contremaître dans une équipe de travail, etc., soient amenés à s'interroger sur ces questions-là. Je nourrissais, il y a encore quelques années, un doux rêve qui était celui de se dire que finalement, être en charge des questions d'égalité et des responsabilités, c'était une fonction qui devait être amenée à disparaître. Au bout de quelques années, finalement, l'organisation, elle a appris elle est autonome par rapport à ça et elle n'a plus besoin d'un ou d'une responsable en charge de ces questions-là. Mais les années passant, je crois que le travail est sans cesse à renouveler et à reconduire. Donc, de ce point de vue, je suis un petit peu pessimiste. Si je te dis liberté, égalité, fraternité, est-ce que cette devise a encore un sens ? Oui, bien sûr qu'elle a un sens. Mais l'égalité, elle renvoie à plusieurs choses. Et cette égalité-là, qui est gravée sur le fronton de nos mairies, c'est l'égalité de traitement. Et la question de la discrimination, elle pourrait renvoyer à une autre égalité, qui est celle de l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est reconnaître que, eh bien, finalement, tout le monde n'a pas eu la même chance au départ. Merci beaucoup, Pascal, de ta présence sur notre plateau. Merci à toi.